La main de mon frère s'est abattue sur le plan de travail de la cuisine, faisant teinter les couverts en argent. Mes jumeaux de 6 ans ont sursauté, retirant brusquement leurs mains de la table comme s'ils s'étaient brûlés. Ne touchez à rien. Votre mère aurait déjà dû vous nourrir, a-t-il hurlé. Il a arraché l'assiette de nourriture, leur jetant des serviettes en papier au visage, tandis que son propre fils, assis en face, ouvrait d'un air suffisant des boîtes de pâtisserie sur mesure de grande marque. J'ai regardé mon père, espérant qu'il intervienne, mais il s'est contenté de ricaner, a bu une gorgée de son café et a marmonné, « Organise-toi mieux la prochaine fois, Marion. » Un silence de mort a envahi la pièce. J'ai planté mon regard dans celui de mon frère et de mon père, et d'une voix dangereusement calme, j'ai répondu, « Il n'y aura pas de prochaine fois. » J'ai pris mes enfants par la main, j'ai franchi la porte et je suis parti en voiture. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que je laissais réellement derrière moi dans cette maison. À minuit, mon téléphone a commencé à exploser. La panique s'était officiellement installée. J'avais 88 appels manqués. J'ai passé toute ma vie à croire que la famille était un filet de sécurité. Un groupe de personnes qui vous rattrapent toujours quand le reste du monde vous laisse tomber. Je m'appelle Marion. J'ai 28 ans. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que, parfois, les personnes censées vous protéger sont précisément celles dont vous devez vous protéger. Depuis 3 ans, j'élève seuls mes jumeaux de 6 ans, Lucas et Chloé. Cumuler 2 emplois tout temps. Essayant de leur offrir une vie décente faisait de mes journées un cycle sans fin d'épuisement. Mais je le faisais de bon cœur, car leur sourire était mon unique moteur. Dans notre famille, pourtant, il y avait une hiérarchie stricte. Mon frère aîné, Julien, était l'enfant prodige incontesté. Après le décès de notre mère, mon père lui a confié la direction complète de notre boulangerie-pâtisserie familiale, le traitant comme le sauveur de l'entreprise. Tandis que j'étais reléguée à la marge, traitée comme une intruse encombrante. Mardi dernier, mon père m'a appelé à l'improviste, la voix empreinte d'une sévérité rare et pressante. Il a insisté, presque ordonné, que j'emmène les jumeaux dans la somptueuse propriété de Julien, dans les Monts d'Or, pour une célébration familiale d'urgence. Julien venait de décrocher un énorme contrat de distribution de plusieurs millions d'euros qui allait assurer l'avenir de la boulangerie pour des générations. Mon père a laissé entendre qu'une grande annonce familiale se préparait, une annonce qui allait changer nos vies à tous. Malgré la tension latente, je voulais que mes enfants partagent la joie de leur famille. Je n'avais aucune idée que je me jetais droit dans un piège. Au moment où nous nous sommes engagés dans l'allée circulaire pavée de Julien, un nœud d'anxiété familier s'est serré dans mon estomac. Sa vaste demeure en pierre de taille se dressait devant nous, un monument ostentatoire d'arrogance mal acquise qui affichait parfaitement son sentiment de supériorité. À l'intérieur, l'atmosphère était d'une tension étouffante. L'épouse de Julien, Aurélie, faisait les 100 pas dans le hall en marbre, se vantant bruyamment au téléphone de son balayage à 500 € chez le coiffeur, tandis que leur fils déchirait agressivement des boîtes de traiteur haut de gamme remplies de viennoiseries fines. Mes jumeaux, Lucas et Chloé, étaient absolument épuisés. Je les avais récupérés directement à la garderie de l'école pour courir à la fête. Juste après avoir terminé mon 2e service de la journée, sans avoir eu le temps de leur donner à manger. Leurs yeux se sont fixés sur une brioche feuilletée bien dorée qui posait sur le bord du comptoir. Tremblant de faim, Lucas a tendu sa petite main hésitante vers l'assiette. Avant même que ses doigts ne puissent effleurer la pâtisserie, Julien a bondi. Sa main s'est abattue sur le comptoir en granit poli comme un coup de tonnerre, faisant teinter violemment les pelles à gâteau en argent.
Ne touchez à rien. Votre mère aurait déjà dû vous nourrir, a-t-il hurlé, le visage déformé par un dégoût absolu. Il a violemment confisqué l'assiette, jetant délibérément une poignée de serviettes en papier directement au visage de mes enfants en larmes. Je suis restée pétrifiée, me tournant vers mon père, espérant désespérément qu'il défende ses propres petits-enfants. Au lieu de cela, il a simplement ricané, a fait tourner le café dans sa tasse et a marmonné, organise-toi mieux la prochaine fois. Marion. Un froid glacial s'est installé dans la pièce. La moindre once d'amour inconditionnel que je leur portais s'est éteinte à cet instant précis. J'ai planté mon regard dans le leur, ma voix d'un calme redoutable, il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai pris mes enfants en sanglots et je suis sortie. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière nous, étouffant les bruits de la réception prétentieuse de Julien. J'ai installé Lucas et Chloé dans leur siège auto, leurs légers sanglots s'estompant peu à peu dans le rythme tranquille de la soirée. Alors que je m'éloignais de la propriété, un brouillard épais a commencé à envelopper les routes lyonnaises, reflétant l'engourdissement absolu qui s'était emparé de moi. Mais sous cette insensibilité apparente, un autre sentiment grandissait. Pendant 28 ans, j'avais marché sur des œufs, quémandant désespérément des miettes d'affection à un père et un frère qui ne me considéraient que comme un fardeau. En regardant mes enfants dans le rétroviseur, cette jeune femme désespérée s'est volatilisée. Le voile de la manipulation s'est enfin déchiré, laissant place à une lucidité froide et tranchante. Avant de vous révéler ce qui s'est passé lorsque les appels de minuit ont commencé, prenez un court instant pour m'indiquer en commentaire la ville ou le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo. J'adore voir jusqu'où l'histoire de Marion a voyagé. Et si vous avez déjà dû couper les ponts avec une famille toxique pour protéger votre propre paix, partagez votre expérience dans l'espace. Commentaire. Alors que l'autoroute défilait sous mes yeux, un souvenir enfoui au plus profond de ma mémoire a refait surface. Julien et mon père pensaient détenir tout le pouvoir parce qu'ils géraient la boulangerie familiale. Ils contrôlaient juridiquement la marque, le matériel de cuisine et les gros contrats de distribution. Mais il y avait un détail crucial, monumental, que leur immense arrogance leur avait fait complètement négliger. Julien possédait peut-être le fonds de commerce, mais il ne possédait pas un seul mètre carré du terrain sur lequel il était installé. 3 ans plus tôt, alors que ma mère vivait ses derniers jours dans sa chambre d'hôpital, elle m'avait attrapé la main et y avait glissé une petite clé en laiton froide. Elle m'avait alors confié un secret qu'elle avait caché à mon père et à Julien pendant des décennies. Le terrain commercial extrêmement prisé en plein centre-ville de Lyon, l'endroit même où notre boulangerie familiale prospère était installée depuis 20 ans, avait été acheté entièrement avec son propre héritage personnel. Connaissant les habitudes financières imprudentes de mon père et la cupidité sans limite de Julien, elle avait placé l'acte de propriété du terrain dans une structure fiduciaire privée et inviolable. Les conditions étaient absolues. La terre m'appartenait exclusivement, et j'en prenais le contrôle légal le jour exact de mes 28 ans. Julien et mon père étaient tellement aveuglés par leur sentiment de supériorité qu'ils croyaient sincèrement que le terrain faisait partie des actifs généraux de la succession sous leur contrôle total. Ils n'avaient jamais pris la peine de vérifier les documents d'origine. Mon 28e anniversaire étant passé la semaine dernière, l'acte de propriété était désormais officiellement enregistré à mon nom. Julien venait de signer aveuglément un contrat de plusieurs millions d'euros qui exigeait légalement le renouvellement d'un bail commercial de 20 ans, un renouvellement qu'il avait arrogamment prévu pour le mois à venir, pensant qu'il s'agirait d'une simple formalité administrative. Au lieu de verser une larme de plus pour ma famille brisée, je me suis garé sur un parking
Tranquille. Mes mains étaient parfaitement stables lorsque j'ai composé le numéro du notaire de confiance de ma défunte mère, Maître Dumont. Je lui ai donné des instructions claires et fermes pour rédiger un avis d'expulsion commercial immédiat et un refus formel et définitif de renouveler le bail de la boulangerie. Ils voulaient affamer mes enfants. J'allais maintenant leur retirer le sol sous leurs pieds. La notification électronique est parvenue à l'équipe juridique de mon frère à 20h pile ce soir-là. Le temps que je finisse de mettre Lucas et Chloé au lit, de leur embrasser le front et de descendre dans la cuisine pour me préparer une verveine chaude, la tempête avait officiellement franchi l'horizon. Je me suis assise dans le calme obscur de mon salon et j'ai délibérément mis mon téléphone en mode silencieux, en le posant face contre terre sur la table basse en bois. Presque instantanément, l'écran a commencé à s'allumer, projetant une lumière rythmée et frénétique sur les murs sombres. Cela ne s'est pas arrêté. Pendant les 4 heures suivantes, l'appareil a vibré continuellement avec une urgence terrifiante, comme le fil de vie désespéré d'une dynastie en ruine tentant de me ramener sous son emprise. À minuit, le compteur de mon écran d'accueil affichait le chiffre vertigineux de 88 appels manqués. Lorsque le silence est enfin revenu, j'ai bu une lente gorgée de ma tisanée. J'ai commencé à écouter les messages vocaux, observant l'effondrement systématique de leur arrogance. Les premiers messages de Julien étaient, sans surprise, furieux. Sa voix résonnait d'une indignation toxique et imbue d'elle-même, exigeant de savoir comment j'osais saboter le travail de sa vie. Mais au fil des heures, le ton a radicalement changé. La colère s'est évaporée, remplacée par une panique brute, larmoyante, que je n'avais jamais entendue chez l'enfant chéri de la famille. Le dernier message vocal provenait de mon père, la voix tremblante, totalement dépouillée de son ton condescendant habituel. « Marion, je t'en prie », a-t-il presque supplié, tandis qu'en arrière-plan résonnaient les cris étouffés et paniqués de Julien. « Nous sommes une famille. Les banques menacent de suspendre tous nos prêts de matériel si nous perdons cet emplacement. Ce contrat représente tout pour nous. Tu vas nous ruiner. Complètement. » J'ai verrouillé l'écran, laissant l'obscurité envahir à nouveau la pièce. Il ne s'était pas soucié de détruire la dignité de mes enfants, et je ne ressentais absolument aucune culpabilité à regarder la leur partir en fumée. Le lendemain matin, les lourdes portes vitrées du cabinet de Maître Dumont sont refermées derrière moi, me coupant de l'air lourd de Lyon. Julien et mon père m'attendaient déjà dans le hall d'accueil, faisant les 100 pas comme des animaux en cage. Le contraste avec la veille était saisissant. Leur costume de créateur était froissé, leurs cheveux ébouriffés, et l'arrogance suprême qui définissait habituellement leur posture avait totalement disparu, laissant place à 2 hommes désespérés et brisés. Lorsque Maître Dumont nous a introduits dans la salle de réunion d'un blanc austère, Julien s'est précipité vers moi, tentant d'afficher un sourire pathétique et tremblant. « Marion, ma petite sœur, Dieu merci tu es là », a-t-il bégayé en tendant une main que j'ai immédiatement ignorée. « Écoute, pour hier soir. C'était juste le stress du lancement du contrat. Nous ne pensions pas à mal. Nous sommes une famille, Marion. Nous pouvons facilement régler ce petit malentendu concernant le bail. » Je me suis assise calmement, le fixant avec un regard de marbre. « La famille ne comptait pas pour toi quand tu as jeté des serviettes au visage de mes enfants affamés ?» ai-je répondu, ma voix coupant court à sa comédie désespérée. Maître Dumont est alors intervenu, faisant glisser un épais dossier juridique sur la table en acajou. Il a énoncé les conditions de manière explicite. Il n'y aurait aucune négociation, aucun renouvellement de bail, et absolument aucun délai supplémentaire. Le visage de Julien a perdu le peu de couleur qui lui restait.
Il avait contracté d'importants emprunts à taux élevés pour financer son matériel, en utilisant le nouveau contrat de distribution comme garantie, un contrat désormais totalement caduc sans local physique pour la boulangerie. Sans ce terrain, il faisait face à une faillite personnelle immédiate et à une ruine totale. Leur empire s'était construit sur l'héritage de ma mère, et je le récupérais enfin. Au cours des 3 mois suivants, les dominos juridiques sont tombés exactement comme je l'avais prévu. Incapable de trouver un autre local commercial ou de refinancer ses prêts à taux d'intérêt élevés, Julien a été contraint de liquider l'intégralité de la boulangerie-pâtisserie. Il a dû vendre ses voitures de sport et sa luxueuse propriété des Monts d'Or simplement pour éviter que les créanciers et les banques ne le traînent devant le tribunal de commerce. Mon père, réalisant que son précieux fils prodige était complètement ruiné et sans le sou, a eu l'audace de se présenter à mon appartement, suggérant subtilement qu'il était de mon devoir familial de l'héberger. J'ai refermé fermement la porte au nez, coupant définitivement le dernier lien avec mon passé toxique. J'ai vendu le terrain commercial du centre-ville, extrêmement valorisé, à un grand promoteur immobilier pour une somme qui a changé notre vie. Grâce à cet argent, j'ai acheté une magnifique maison de plain-pied baignée de soleil à Cassis, surplombant la mer Méditerranée, m'assurant que mes jumeaux n'auront plus jamais à mendier leur place à la table de qui que ce soit.